Dans ce premier témoignage, on va voir le récit de Daryl. Tout le témoignage qu'il nous fait s'est passé quand il était petit, entre 5 et 6 ans, et il vivait dans un petit appartement, et cet appartement était composé de 2 chambres, une chambre pour les parents et une chambre pour lui et son petit frère. Ce petit frère avait entre 3 et 4 ans. La chambre des parents était juste à côté de la chambre des enfants, et la pièce à vivre était juste au milieu, entre les 2 chambres. Il y avait un balcon et un petit couloir qui menait jusqu'à la porte d'entrée. Petit appartement totalement classique. L'appartement était localisé dans un coin de la ville qui n'était pas forcément très aisé, mais c'est pas pour autant qu'il y avait de la criminalité dans le coin. Les parents étaient des gens assez précautionneux, du coup ils fermaient toujours les fenêtres et la porte d'entrée et ils s'assuraient que tout ça était bien fermé avant d'aller se coucher. D'ailleurs, ils fermaient également la journée quand ils étaient là. Une nuit, David se réveille parce qu'il entend un bruit qui interpelle son attention. Ce bruit, c'est comme si quelqu'un marchait dans l'appartement. Il voit une sorte de silhouette, il ne sait pas dire si c'est un homme ou une femme, mais ce qu'il pense sur le moment, c'est que c'est sa mère qui vient dans sa chambre avec son petit frère parce que le petit frère avait l'habitude de commencer à dormir avec ses parents. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait l'habitude de faire quelques cauchemars. Sauf que très vite, Daryl se rend compte que son petit frère est juste à côté en train de dormir. Donc ça ne peut pas être ça la raison. En plus de ça, en prêtant un peu plus attention à la silhouette qu'il voit, il se rend compte que cette silhouette est plus grande et plus large que sa mère. Donc il commence à en conclure que ce n'est pas sa mère du tout. On est dans la pénombre de la nuit, du coup Daryl ne sait pas trop si c'est effectivement la silhouette de quelqu'un ou si c'est juste une ombre qui passe. Il faut savoir que Daryl, par le passé, avait pas mal de troubles du sommeil. Lui aussi, comme son petit frère, faisait pas mal de cauchemars. Il pensait que les ombres parfois qu'il voyait dans sa chambre étaient des monstres qui vivaient là. Sa mère lui a toujours dit que si il voyait ces monstres, il fallait qu'il ferme les yeux, comme ça il serait un peu comme protégé et ces monstres ne l'attaqueraient pas. Du coup, à ce moment-là, Daryl ferme les yeux et attend que le temps passe. Sauf que quelques secondes plus tard, il se réveille de nouveau. Non pas parce qu'un son étrange l'interpelle, mais tout simplement parce que son frère s'est réveillé et commence à pleurer. Il s'est levé et il a foncé vers la chambre des parents. Daryl reste au lit, il referme les yeux et décide d'essayer de se rendormir en se disant que l'ombre partira d'elle-même. La seule chose qu'il se souvient après ça, c'est s'être réveillé. Comme si rien ne s'était passé, totalement sereinement. Daryl, maintenant en est bien conscient, on pourrait croire qu'il a juste fait un cauchemar. Sauf qu'il y a des choses qui vont nous éloigner de cette possibilité. Au petit déjeuner, sa mère n'arrêtait pas de parler d'une silhouette d'homme qu'elle a vue. Sauf qu'elle n'a pas vu une silhouette, elle en a vu plusieurs. Daryl réfléchit un petit peu, et lui aussi, en refaisant un peu la nuit dans sa tête, se rend compte qu'il y avait plusieurs silhouettes qui se tenaient devant sa chambre. Le père de famille, lui, ne croit pas du tout à la possibilité qu'il y ait des gens. Il répète: arrêtez de dire des choses qui sont totalement incohérentes. Mais c'est quand Daryl dit que lui aussi a vu quelque chose que là le père va commencer à se poser quelques questions. Il essaye de rationaliser et de rassurer au maximum sur la situation en disant: arrêtez de parler de ce genre de choses, vous êtes en train de vous monter la tête tout seul, vous allez faire encore plus de cauchemars. La mère, elle, panique réellement. Elle raconte qu'elle a été réveillée par des bruits étranges pendant la nuit. Elle a ouvert les yeux et elle a vu un homme se tenir dans le couloir. Le temps qu'elle se penche vers sa table de nuit pour attraper ses lunettes, l'homme avait disparu. Elle a d'abord pensé que c'était une ombre, mais quelques minutes plus tard, le petit frère de Daryl est rentré dans la pièce en pleurant. Juste après le petit déjeuner, toute la famille a vérifié les portes et les fenêtres. Toutes les portes étaient fermées, à clé, donc là pas de souci, sauf une, la porte menant au balcon. Les parents ont donc vérifié toute la maison, mais cette fois-ci ils ne regardent pas les entrées, mais si rien n'a été volé, si les objets de valeur sont toujours bien à leur place. Et effectivement, rien ne semble avoir été volé pendant la nuit. Tout était exactement à la même place que la veille, le soir des événements. La famille a quand même appelé la police, qui est intervenue sur les lieux, mais pareil, ils n'ont rien trouvé, aucun signe d'entrée forcée ou quoi que ce soit. Pas d'objets volés, pas de porte, notamment la porte du balcon qui a été forcée, pas d'empreinte sur aucune porte. Donc la conclusion qui en ressort, c'est que les parents ont dû oublier de fermer la porte du balcon à clé la nuit des événements. Les nuits suivantes, la famille n'a pas dormi sur ses deux oreilles, mais en tout cas, il ne s'est rien passé de plus en rapport avec ces événements. Mais le truc en fait qui rend vraiment cette histoire creepy pour Daryl, c'est que tu te dis les gens n'étaient pas là pour cambrioler la maison. Ils étaient là pour regarder les gens dormir, c'était un peu du voyeurisme, quelque chose comme ça. Parce que d'un côté, si t'as des cambrioleurs, tu te dis ils sont là pour tes objets de valeur, mais s'ils sont pas là pour tes objets de valeur, c'est qu'ils sont potentiellement là pour toi. Et c'est ça qui donne à chaque fois des frissons à Daryl. Ce témoignage prend fin ici, et effectivement, et ça j'ai déjà dit dans d'autres vidéos d'intrusion, quand quelqu'un vient chez toi comme ça,
pendant la nuit, enfin quelqu'un qui n'est pas invité, bah ton cocon il est comme percé, tu te sens plus en sécurité dans ta propre maison alors que c'est là que tu es censé te sentir le plus en sécurité. Donc pour avoir personnellement déjà vécu un cambriolage, c'est vrai que t'es pas forcément très serein derrière. Là les amis, on va voir le témoignage de Cole qui va être un peu en deux parties, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand il avait dans les 15 ans et un autre événement qui s'est passé quand il avait dans les 18 ans. Il vivait dans une ville assez grande, traversée par des rivières, il y a des ponts, les écoles qui sont là-bas sont très grandes, qui peuvent accueillir des milliers d'élèves. Lui vit dans une famille de 3 enfants, c'est le plus jeune des frères. Sa mère est manager dans un golf qui a été créé par son grand-père. Et son père, lui, est policier dans la ville. Son père est un peu dur quand il le faut, un peu sévère, et du coup il a inculqué à ses enfants le respect. Il était très à cheval là-dessus et il disait peu importe la situation, tu dois être respectueux. Sauf si bien sûr tu te trouves dans une situation extrême qui justifie le fait que tu ne le sois pas. Par exemple, si quelqu'un te braque avec une arme, tu vas pas dire « S'il vous plaît monsieur, pouvez-vous baisser l'arme que vous avez pointée de manière agressive envers ma personne? Je vous en serai bien gré. » Non. Là effectivement tu peux être un peu plus cru dans tes propos. Dans sa jeunesse, Cole était assez proche de son père parce qu'ils avaient un point commun qui les reliait beaucoup, c'était le fait qu'ils étaient prêts vraiment à tout pour protéger les personnes qu'ils aimaient. C'était vraiment leur motivation, même si à eux ça pourrait mettre leur vie en danger. Quand il avait 15 ans, Cole est sorti de chez lui avec des amis et il s'est rendu en vélo en ville, plus au centre, pour aller chercher de la nourriture et quelques glaces. Au passage, il a fait un petit tour avec ses amis, mais à pied. Ils avaient laissé leur vélo accroché avec un antivol, tout ce qu'il fallait. Sauf que quand il est revenu, Cole a constaté avec surprise, et plutôt mauvaise surprise, que son vélo n'était plus là. Ils ont cherché un peu aux alentours dans le périmètre pour voir s'ils trouvaient quelque chose, et Cole a appelé son père en sachant qu'il était chez lui. Le père est venu directement en voiture là où se trouvait Cole, au centre-ville, et là, une fois que le père est arrivé, le groupe s'est séparé. Les amis de Cole, eux, sont partis en direction de chez eux, tout simplement pour vérifier sur leur trajet s'ils ne voyaient pas le vélo de Cole. Cole et son père, eux, en voiture, parcourent également encore une fois la zone, cette fois-ci dans un périmètre un peu plus grand, et à un moment donné, ils tombent sur le fameux vélo. Un groupe de jeunes étant en train de pousser le vélo, ils mettaient des coups de pied dedans et du coup ça faisait avancer le vélo. Cole le remarque directement et il dit à son père « Papa, c'est mon vélo ». Le père s'arrête, il se gare et père et fils sortent de la voiture. Cole a un petit rire nerveux parce qu'il voit son père se transformer du père sympa au policier. Le père interpelle le groupe de jeunes et il les éclate. Il y avait une jeune fille et 2 jeunes hommes. La jeune fille et un des jeunes hommes étaient plaqués contre le mur, la tête collée contre le mur, et le jeune homme, lui, était maintenu par le père, par terre. Cole récupère son vélo, il le met dans son coffre. Dans la situation actuelle, ils sont 2 contre 3. Le père dit donc à son fils Cole de retourner dans la voiture pour pas qu'il ne voie son visage. Après cela, il appelle du renfort et les 3 jeunes gens sont arrêtés pour être emmenés au poste de police. C'est là qu'on a donc la première partie de l'histoire qui s'arrête ici. Et la deuxième partie se passe 2 ans et demi plus tard. Cole a 18 ans, il a continué ses études, il a également fait un passage dans une école militaire, et aux alentours de 18h, il faisait tranquillement un petit jogging dans son quartier. À un moment donné, une voiture passe à côté de lui et s'arrête à un stop. Cole était bientôt arrivé chez lui, du coup il était un peu détendu, et il prêtait un peu attention à la fameuse voiture, mémorisant quelques détails. Le véhicule, après le stop, reprend sa route, mais assez doucement. Cole arrive chez lui et le véhicule, lui, continue sa route. Cole ne juge pas la situation comme dérangeante ou dangereuse ou quoi que ce soit parce que c'est habituel que dans son quartier les voitures roulent très vite et quand il voit quelqu'un, un piéton, ils ralentissent au cas où. Donc là il se dit pour le moment rien de spécial à déclarer. On avance encore une fois dans le temps, pas de 3 ans cette fois-ci mais que d'une semaine. Cole venait de finir son jogging, il rentre chez lui par la porte d'entrée qui mène directement à la cuisine. Dans cette cuisine, il y a une énorme fenêtre qui montre directement l'allée où les voitures passent. Cole se rapproche de l'évier, se met un peu d'eau sur le visage pour se rafraîchir et là il entend un gros boom. Il entend ensuite pendant 1 seconde rien du tout et ensuite encore 3 gros booms qui s'enchaînent très rapidement. Cole comprend tout de suite ce que sont ces bruits. Ce sont des coups de feu. Il pratique la chasse, du coup il sait reconnaître un coup de feu assez facilement. Cole s'allonge sur le sol, il rampe, il attrape une batte de baseball qui appartient à son frère. Il se relève et il fonce à l'extérieur de la maison. À ce moment-là, Cole ne se dit pas du tout qu'il a en fait 0 chance de gagner. Tu te dis arme à feu contre batte de baseball, il y a un problème de distance. Il n'a pas pensé à ce détail-là, mais il espérait en fait faire peur aux gens. Que les gens soient surpris de le voir débarquer avec sa batte de baseball comme ça. En arrivant dehors, Cole reconnaît le véhicule. C'est le véhicule qu'il avait rencontré 1 semaine plus tôt. Fort heureusement, à part lui, il n'y avait personne à la maison, du coup, personne n'a été blessé par les coups de feu.
effectivement, c'est mieux que ça se passe comme ça. Bien sûr, il a appelé la police est venue sur les lieux, ils ont constaté les impacts de balles qu'il y avait sur les murs, que vous-même maintenant vous pouvez voir, donc vous voyez que ça peut mettre quand même clairement la pression. Ils ont pris la déposition de Cole, et 2 ou 3 jours après, Cole reçoit un appel de la police. Ils ont réussi à arrêter les personnes qui ont tiré sur lui, qui étaient dans sa maison. Et ce qui est fou, c'est qu'il y avait 2 personnes dans le véhicule. 2 hommes, qui n'étaient ni plus ni moins que ceux qui ont voulu voler son vélo 2-3 ans auparavant. Ça c'est quand même fou. On peut clairement dire que ces personnes-là ont la rancune sacrément tenace. Forcément, Cole et son père n'en revenaient pas du tout. Ils se disaient, attends, comment c'est possible que ces mecs-là aient gardé en mémoire ce qui s'est passé pendant 3 ans? La personne qui a tiré les coups de feu, elle, a été condamnée à 10 ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre, mais le conducteur, lui, n'ayant pas tiré, n'a pas écopé de lourdes peines. Et des années plus tard, Cole a 26 ans, il a déménagé, il a refait sa vie, il est devenu ambulancier, et à un moment il rendait visite à ses parents chez eux tranquillement. Il s'est rendu dans la cuisine, et il y avait un journal sur la table, un journal qui donnait les nouvelles du coin. Et quand il a vu une nouvelle sur ce journal, il était très énervé. Le journal disait qu'une femme du coin avait disparu. Un véhicule a été retrouvé, abandonné et totalement carbonisé. La femme qui a disparu était la petite amie d'un des jeunes hommes qui avait volé le vélo de Cole et qui avait tiré sur sa maison. C'était la petite amie du conducteur qui n'avait pas écopé de peine et pour le moment personne n'a de preuves pour accuser ce mec-là. Alors que bon, quand on connaît un peu l'histoire, on voit que il a l'air d'être quand même plutôt coupable. Cole, après ces événements, n'a plus revécu d'incident. Bien sûr, avec ses parents, il n'était pas très serein après qu'il se soit fait tirer dessus. Du coup, ils avaient déménagé vite fait pendant quelques temps chez les grands-parents, mais voilà, après il ne s'est plus rien passé, la vie a repris son cours des plus normales. Les amis, ce second témoignage prend fin ici. Alors ce que je trouve très intéressant, c'est que cette histoire met en avant quelque chose que j'ai remarqué par rapport à la peur. Alors je crois qu'il y a une sorte de test un peu qui montre ce genre de choses. Tu vois, par exemple, tu es dans la situation de Cole quand il se fait tirer dessus. Tu vas avoir a priori 2 réactions. Soit la réaction où tu te tétanises et tu sais pas quoi faire, ton corps se bloque. Soit tu vas avoir une autre réaction qui est celle de foncer entre guillemets vers le danger, ou en tout cas tu bouges, tu fais quelque chose. Et ça c'est le genre de réaction qu'on peut aussi avoir. Bon, je compare pas ce que je vais vous dire comme exemple et se faire tirer dessus, mais vous voyez quand une voiture arrive, quand vous traversez une route où il n'y a pas forcément de passage piéton. Et du coup vous êtes un peu surpris parce que la voiture arrive et que vous ne l'aviez pas vue. On va avoir 2 réactions. Soit on va accélérer pour pas se faire écraser, soit on va avoir une sorte de choc, de moment où on est tétanisé, on va se figer sur place, et après on va repartir, on va pas se faire écraser bien sûr, mais on a un moment de frayeur un peu instantané. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ce témoignage était bien flippant. Cole est quelqu'un de très courageux quand même. Ça c'est assez impressionnant. Après, bon, on n'a pas forcément de nouvelles par rapport au conducteur du véhicule. Est-ce que c'est lui qui est responsable de la disparition de la femme qui est mentionnée dans le journal? Bon, sur ça, c'est une autre histoire. C'est sûr qu'avec le témoignage de Cole, bon, on peut avoir des suspicions plutôt légitimes. Dans cette première histoire, on va voir le témoignage de Jordi. Jordi avait l'habitude, avec sa future épouse du nom d'Amanda, de se faire des petites soirées chill devant un film après une longue journée pour se détendre. Il vivait dans un petit quartier résidentiel sympathique, en dehors de la ville. Lui, il vivait juste en face d'une petite église, et derrière cette petite église, il y avait un cimetière. Personnellement, j'aimerais pas vivre à côté d'un cimetière, même si en soi, je l'ai déjà fait. Le quartier est plutôt calme, il y a juste un petit hic, c'est que certains voisins ont des animaux de compagnie. Un des voisins a un chat, donc aucun souci là-dessus, mais un autre voisin a un chien. Et un chien plutôt bruyant qui a tendance à aboyer. Malheureusement pour Jordi et sa copine, il aboie régulièrement, notamment le soir, et du coup ils ont déjà eu plusieurs pensées vis-à-vis de ce voisin. Ils ont déjà pensé à aller le confronter, ou sinon carrément à porter plainte pour une sorte de tapage. Mais bon, Jordi et sa copine ne veulent pas être le type de voisin très relou à aller voir les gens parce qu'ils font trop de bruit. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont jamais fait en soi. Mais au moment des faits, il est à peu près 22h, donc il fait vraiment nuit noire à l'extérieur. Jordi et sa copine allaient lancer leur film quand ils ont commencé à entendre un bruit venant de l'extérieur. Le fameux chien commence à aboyer vraiment très fort. En soi, tu peux pas faire grand chose quand ça se passe, à part patienter, attendre que le chien se calme. Au bout de 5 minutes, Jordi, il en a ras-le-bol. Il se lève du canapé et il se dit: je vais aller voir chez le voisin, je vais lui dire de calmer son chien. Gentiment, évidemment. Jordi sort de sa maison. Amanda, elle, le suit mais attend devant leur logement. Jordi arrive dans l'allée du fameux voisin. Et là, il se rend compte d'une chose. Le voisin ne semble pas être chez lui. Les lumières sont éteintes. En plus de ça,
leur voiture n'est pas garée là, alors que s'ils étaient là, elle y serait. Au cas où, Jordi sonne quand même chez eux. Au bout de quelques tentatives et de quelques minutes d'attente, personne ne répond. Jordi abandonne et décide de rentrer chez lui. Sa petite amie l'attendait devant la maison et Jordi lui dit qu'il n'y a personne à la maison, du coup ils peuvent pas faire grand chose, à part patienter. Mais ce bruit, ça ennuie quand même sacrément fortement Jordi et sa petite amie. Du coup ils se disent, soit ils décident d'attendre, soit ils décident de porter plainte pour que ça serve de leçon à ce fameux voisin qui laisse son chien dehors aboyer toute la nuit. Finalement, ils n'en font rien, ils rentrent dans la maison et ils patientent un petit peu. Et les aboiements du chien s'arrêtent à un moment donné, au bout de quelques minutes d'attente. Jordi et Amanda sont très heureux, ils rigolent, ils soupirent, ils se disent enfin on va pouvoir regarder notre film tranquillement. Sauf que 5 minutes après avoir dit ça, le chien se remet à aboyer. Mais là Jordi remarque quelque chose. C'est pas un aboiement d'un chien comme ça qui aboie parce qu'il veut rentrer dans la maison ou qui veut juste se faire entendre. C'est un aboiement qui semble en quelque sorte agressif, comme si le chien aboyait pour prévenir d'un danger. Jordi est ressorti de chez lui, un peu dans la même configuration que la première fois. Sa petite amie est sortie avec lui pour attendre devant la maison. Jordi s'est approché de la clôture du voisin qui donnait sur le jardin, là où il y avait le chien, et le chien a remarqué Jordi. Et là, il a cessé d'aboyer, il s'est approché de lui et il a un peu halté comme s'il était content de le voir. C'était pas un chien méchant du tout. Donc Jordi l'a caressé, lui disait qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi t'aboies, qu'est-ce qui se passe. Il essayait en soi un peu de comprendre qu'est-ce qui pouvait provoquer ce comportement chez ce chien. Et là, Jordi a entendu un bruit qui venait pas du jardin où se trouvait le chien. Il se trouvait un peu au-delà, parce que d'un côté du jardin, il y avait la maison de Jordi, mais de l'autre côté, il y avait le cimetière qui était derrière l'église. Et le bruit venait de là-bas. Le son qu'il avait entendu, c'était comme des bruits de pas sur des feuilles. Le chien a également entendu ce son. Il s'est retourné vers les pierres tombales qui se trouvaient dans le cimetière et il s'est remis à aboyer de la même manière, c'est-à-dire d'une manière un peu agressive. Jordi se dit que peut-être ce chien aboie pour une raison et que cette raison se trouve dans ce cimetière. Il y jette donc un regard un peu plus attentif à l'intérieur. Dans un premier temps, il ne voit rien. Il se retourne vers sa petite amie qui, elle, l'attend devant la maison. Elle a l'air confuse, elle comprend encore moins la situation, et dès que Jordi retourne son visage et que son regard se pose de nouveau sur le cimetière, là il tombe devant un spectacle qui l'effraie. Il voit une personne qui se révèle derrière une des pierres tombales. Il était caché et il y jette un coup d'œil, ce qui permet à Jordi de le voir. C'était un homme au teint pâle, mais ce qui a terrorisé Jordi, c'est que sur son front et sur ses joues, il y avait du sang qui dégoulinait. Et dans sa main, il tenait une sorte de poignard. Ce n'était pas un couteau de cuisine, ça semblait à quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Et là, l'homme, qui était caché derrière la pierre tombale, sort de sa cachette et commence à avancer doucement en direction du jardin où se trouve le chien, mais également Jordi. Le chien, lui, bouge dans tous les sens, il aboie de manière très agressive, et là Jordi va faire un move. La clôture qui permettait de séparer le jardin du fameux voisin où il y avait le chien et le reste des maisons était assez basse. Du coup, Jordi a pu se saisir du chien par son collier et il l'a soulevé, il l'a pris avec lui. Il n'allait pas laisser ce chien-là dans le jardin face à cet homme qui avait sûrement des intentions très malsaines. Avec le chien sous le bras, il a foncé justement chez lui, il a crié à sa petite amie d'appeler la police, il a fait rentrer le chien chez lui et lui, Jordi, est resté devant la maison pour s'assurer que l'homme n'allait pas venir les attaquer chez eux. Sauf que l'homme n'a pas suivi Jordi jusqu'à chez lui. Il a fait demi-tour et il est reparti dans un petit bois qui se situait juste derrière le cimetière. Quelques dizaines de minutes plus tard, la police est arrivée, ils ont pris le témoignage de Jordi et ils ont un peu douté de sa parole parce que c'est sûr que croiser un homme qui ressemble un peu au Joker dans un cimetière, on pourrait se dire c'est un peu gros. Mais ils ont quand même décidé, au cas où, de mener des fouilles dans le petit bois, là où l'homme s'était enfui. Pendant ces fouilles, Jordi et sa petite amie, eux, sont rentrés chez eux et ont passé la soirée devant leur film. Ils se sont dit que le problème était réglé. Mais c'est à l'occasion d'une discussion avec d'autres voisins qu'ils en ont su un peu plus sur ce qui s'était passé du coup pendant la suite de cette fameuse soirée. La police a effectivement trouvé quelqu'un dans les bois. L'homme qui correspondait à la description que Jordi en avait fait. Ce que l'homme avait dans sa main, le petit poignard, n'était pas simplement un petit couteau. C'était une arme qu'on pourrait utiliser pour faire des sacrifices, des rituels, et après avoir un peu enquêté dans le voisinage, la police a pu retrouver à qui appartenait le sang qui était sur le visage de l'homme qui se trouvait dans le cimetière. Rappelez-vous en début d'histoire, je vous ai dit qu'il y avait 2 animaux dans ce quartier, le chien, que Jordi a ramené chez lui, et un chat. Eh bien oui, le sang qui était sur le visage de l'homme était le sang du chat. Il l'avait assassiné, et il l'avait ensuite dévoré. Cru, c'est sale hein. C'est ici que cette histoire se termine.
C'est vrai que, alors je n'ai pas de preuves formelles par rapport à ça, mais je serais pas surpris que dans les cimetières, qui sont assez accessibles de nuit, on puisse trouver des personnes un peu dérangées, qui n'aient pas forcément de très bonnes intentions. C'est très lugubre, ça peut faire cliché, mais je serais pas surpris. Mais en tout cas, fort heureusement, dans cette histoire-là, Jordi et sa petite amie, sa future épouse comme il nous le dit, vont bien. Et gros respect à Jordi et à son move de sauver le chien. Parce que potentiellement, si jamais Jordi ne l'avait pas pris, l'homme s'en serait pris au chien. Peut-être que Jordi n'était pas du tout une victime potentielle pour l'homme. Parce que l'homme qui avait déjà tué un chat, peut-être que pour lui, la victime suivante aurait été le chien. Qui sait? En tout cas, une histoire bien lugubre et je suis très heureux que cet homme ait été arrêté. Dans ce second récit, on va voir le témoignage de Louis. Louis nous dit, pour contextualiser un petit peu ce qui lui est arrivé, qu'il travaillait dans une sorte de boîte d'intérim, mais dédiée un peu pour les fermes. Il disait quand il était disponible pour travailler, on l'envoyait sur une mission dans une ferme, et il était parti pour travailler là-bas. Pendant un certain temps, il disait que c'était très dur, physiquement, mais que c'était plus de bien payé, et en plus de ça, parfois il passait de très bons moments, parce qu'il tombait dans un groupe de travailleurs comme lui, qui s'entendaient très bien, et du coup là c'était tout bénef. Au moment des faits, Louis travaillait dans une ferme, au milieu de nulle part. C'était une très grande propriété, située vraiment au milieu de nulle part en Australie. Avec 3 personnes de son âge, il s'occupait de couper un peu les buissons, de faire ce genre de choses, des petites tâches un petit peu comme ça, ici et là. Le patron, c'était un mec qui s'appelait Jérémy, qui était très sympathique. C'était le propriétaire de la ferme, il supervisait toutes les tâches et il aidait aussi les intérimaires, si on peut appeler ça comme ça, à réaliser leurs tâches. Il était vraiment super sympa. Le fameux été où Louis travaillait dans cette ferme, il faisait vraiment très chaud, donc une journée où il faisait particulièrement chaud, le propriétaire de la ferme a autorisé les travailleurs à prendre leur journée. Sympa. Pour recontextualiser encore un petit peu, les travailleurs y restaient plusieurs semaines sur la propriété. C'était pas genre ils y allaient comme ça, ils rentraient chez eux le soir, c'était ils restaient vraiment un certain temps sur place. Tout le monde a donc son après-midi. Ce fameux Jérémy propose au groupe de travailleurs, dont Louis, d'aller sur sa propriété, là où il y a un terrain d'eau où les gens pourraient se baigner. Il n'y a que Louis qui est partant, les autres préfèrent se reposer à l'ombre, du coup Jérémy et Louis partent en direction de ce fameux point d'eau. Ils ont donc pris un des camions de travail et ils sont partis. C'était un terrain plutôt vide, à part la ferme il n'y avait pas d'autres structures, il n'y avait pas forcément de paysage, c'était assez plat, c'est important. Le trajet se faisait plutôt dans le silence, bien que Jérémy était très sympa, c'était pas un grand bavard, et à un moment donné, il a tapoté l'épaule de Louis et lui a dit « Attends, est-ce que tu vois ce qu'il y a là-bas » Et effectivement, Louis a vu quelque chose. Il voit, il ne sait pas trop quoi, mais quelque chose de bleu au milieu de nulle part, posé là. Jérémy, voulant enquêter sur ce que c'est normal, c'est sa propriété, il ne sait pas ce que c'est, il veut savoir. Ils s'y rendent. Au fur et à mesure que le camion se rapproche de ce truc bleu, les deux hommes commencent à pouvoir voir ce que c'est beaucoup plus précisément. Et ce que c'était quelque chose d'assez atypique. Vous savez, sur certains bateaux, ou dans des zones un peu où il y a des cargaisons, on peut avoir des gros conteneurs. Et bah c'était ça, un gros conteneur bleu, posé sur la propriété de Jérémy, au milieu de nulle part. Assez étrange. Est-ce qu'on a raison de vouloir s'en approcher? Peut-être pas. Louis, bien sûr, demande à Jérémy s'il sait ce que c'est. Jérémy dit que non, que avant, il y a à peu près 4-5 semaines, quand il a refait le tour de sa propriété, il n'y était pas. Du coup, il est assez perplexe. Ils se sont arrêtés à une centaine de mètres du fameux conteneur bleu. Il sort du camion, et là, immédiatement, dès que Louis pose pied à terre, il a un mauvais pressentiment. Il se dit, il y a un truc qui va pas, je ne le sens pas du tout. Il est d'ailleurs réticent à se rapprocher de ce conteneur. Mais Jérémy, lui, le propriétaire du terrain, il veut en avoir le cœur net. Qu'est-ce que ça fout là? Les deux hommes s'approchent donc encore plus de ce fameux conteneur. Ils commencent à apercevoir plus de choses, notamment un générateur électrique, mais également une caméra de vidéosurveillance. Il y en avait 2 de chaque côté du conteneur qui étaient en mouvement. Louis est encore plus perplexe à l'idée de s'approcher de cet endroit. Il dit à Jérémy, s'il y a toute cette sécurité, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne veut absolument pas qu'on s'approche d'ici. Mais Jérémy, lui, il campe sur ses positions, d'un côté a raison, en disant que c'est sa propriété, et que même si une personne ne veut pas qu'on s'approche de ce conteneur, c'est chez lui. Donc il a totalement le droit de savoir ce que c'est. Jérémy voulait donc entrer dans ce fameux conteneur. Et bien qu'il y avait l'air d'avoir une certaine sécurité mise en place, il n'y avait qu'un petit cadenas qui bloquait la porte du conteneur. Et Louis et Jérémy, dans leur camion, avaient tous les outils qu'il fallait pour détruire ce cadenas. Ils sont donc allés les chercher et ils ont forcé l'entrée de ce fameux conteneur. Ils ont pu rentrer enfin à l'intérieur et découvrir ce qu'il y avait. Déjà, il faisait froid. Louis apercevait dans la pénombre du conteneur qu'il y avait des sortes de petites LED ici et là, et il entendait un bruit. Vous savez, le bruit qu'on pourrait entendre quand un ordinateur
travaille pas mal, le bruit des disques durs qui chauffent un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Et il trouve un interrupteur qui permet d'allumer l'ensemble de l'intérieur du conteneur. Jérémy l'active, et là, il tombe devant quelque chose de très surprenant. En fait, c'était une sorte de bureau. Il y avait un bureau un peu sophistiqué, sur lequel il y avait un ordinateur. Il y avait plusieurs ordinateurs qui avaient l'air de tourner, comme un peu dans une salle de serveur. C'était pas du tout ce à quoi on pouvait s'attendre en voyant ce conteneur comme ça de l'extérieur. Il y avait des disques durs qui étaient posés sur le bureau était pas en mauvais état ni délabré, mais il était encombré par des cartons, des disques durs, plein de petites choses comme ça. Louis, il en croit pas ses yeux. Il se dit mais je rêve. Pourquoi il y a ça ici? Qu'est-ce que c'est? Je pense que vous ne vous attendez pas à ce qu'il y avait vraiment dans ce conteneur. Louis et Jérémy s'approchent de l'ordinateur et eux, leurs compétences sont assez minimes. Ils connaissent la bureautique, les réseaux sociaux, internet, mais ils s'y connaissent pas du tout en développement, en code. Et je dis ça parce que sur l'écran d'ordinateur, c'était ce qu'il y avait à l'écran en soi. C'était une sorte d'écran noir avec des lignes de code qui s'écrivaient, c'était assez complexe. Louis ne sait lui-même pas trop décrire ce qu'il voyait. Mais en tout cas, c'était pas un écran d'ordinateur comme on pourrait avoir au démarrage d'un PC. Du coup, Louis abandonne l'idée de fouiller l'ordinateur. Mais il y a quelque chose qui capte son attention derrière le bureau. Prudemment, il s'en rapproche. Après, il sait qu'il n'y a personne dans le conteneur parce qu'il n'y a pas de cachette non plus où quelqu'un pourrait se mettre pour essayer d'attaquer Louis. Et du coup, il arrive enfin au fameux carton. Et à l'intérieur, il trouve d'autres disques durs, mais également quelque chose qui va le terroriser. Ces boîtes en soi étaient remplies d'éléments qui mettaient en avant des enfants dans des positions assez obscènes. Je peux pas trop le dire comme ça parce que je pense que YouTube n'aimerait pas trop et démonétiserait la vidéo. Mais voilà, vous avez un peu l'image. Clairement, ce conteneur n'appartenait pas à quelqu'un de bienveillant. C'était sûrement quelqu'un qui proposait des trucs en rapport avec les enfants sur le dark web. Mais le truc, c'est que c'était très organisé, ça faisait très petite entreprise dans ce conteneur. Tout était bien organisé. Vraiment, c'est comme si quelqu'un s'était installé là et avait fait son petit bureau sur le dark web, ici, au milieu de nulle part. Louis est paniqué, il fonce voir Jérémy, il lui dit ce qu'il a vu, il le traîne dehors et il lui dit « faut qu'on parte ». Là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait appeler la police. Sauf que la propriété de Jérémy était très grande, il n'y avait pas une couverture cellulaire sur toute la propriété. Du coup, pour appeler, il fallait absolument rentrer à la ferme de Jérémy. Et c'est ce que font nos deux amis. Ils rentrent dans le camion et ils se précipitent à la ferme pour appeler la police. Sauf que bien sûr, la ferme est isolée, je vous l'ai déjà dit. Donc pour se rendre sur les lieux et ensuite aller là où il y avait le conteneur, ça prendrait du temps. Les policiers sont arrivés, à peu près une demi-heure après qu'ils aient été appelés, de la ferme de Jérémy. Louis et Jérémy racontent ce qu'ils ont vécu. Les policiers ont du mal à les croire, mais ils décident quand même de les suivre pour voir ce qu'il y avait dans ce fameux conteneur. Sauf qu'en arrivant sur place, l'endroit est maintenant différent. Le conteneur est en feu. Louis et Jérémy avaient des petits extincteurs dans leur voiture, mais ça n'a pas forcément aidé à réduire le feu. Et du coup, les pompiers ont été appelés ensuite, qui ont pu, eux, éteindre justement l'incendie du conteneur. Sauf que le problème, c'est que l'incendie étant là depuis on ne sait pas forcément combien de temps, et qui n'a pas été éteint tout de suite, toutes les preuves ont disparu dans les flammes. Ce que se dit Louis, c'est que la personne qui était propriétaire justement de ce conteneur très malsain, a vu que Jérémy et Louis étaient arrivés sur les lieux par l'intermédiaire des caméras, et quand ils sont partis, il est venu sur place enlever toutes les preuves. Et le truc qui est aussi fou dans tout ça, c'est que le conteneur étant assez gros, ça coûte assez cher à déplacer. Du coup, Jérémy, le propriétaire de la ferme, lui, a laissé le truc là. Il est toujours sur son terrain. De quoi te laisser un sacré souvenir. En tout cas, ce témoignage s'arrête ici. Bon, d'un côté, je dirais heureusement que Jérémy et Louis n'étaient pas sur place quand l'homme est revenu. Parce que si c'était quelqu'un de vraiment très mal intentionné, peut-être qu'il aurait été armé, et peut-être qu'il aurait, au-delà d'effacer les preuves de son activité, peut-être qu'il aurait voulu aussi réduire les témoins au silence. C'est-à-dire assassiner Louis et Jérémy. Bon, maintenant, si vous voyez un endroit isolé au milieu de nulle part, n'y allez pas. Appelez la police direct, on sait jamais. Dans cette première histoire, on va voir le récit de Melissa. Melissa faisait ses études dans une ville moyenne en Floride aux États-Unis. La ville était plutôt sécurisée, il n'y avait pas forcément de problème majeur à déclarer, et elle vivait dans un appartement en colocation avec deux autres filles qui faisaient également leurs études. L'appartement était fait de la manière suivante, il y avait une porte d'entrée qui était a priori, effectivement je dis bien a priori, constamment fermée à clé, et chaque étudiante avait sa chambre qu'elle fermait à clé de temps en temps. Ça c'était un peu au bon vouloir de la personne qui occupait la chambre. Mais en tout cas, il y avait un accord qui avait été fait entre les trois locataires de l'appartement, c'est que la porte d'entrée soit constamment fermée à clé.
L'appartement avait un étage, il y avait une chambre à l'étage et 2 chambres au rez-de-chaussée. La personne qui raconte l'histoire, Mélissa, elle, vivait au rez-de-chaussée. La nuit des faits, Mélissa et une de ses colocataires, celle qui vivait au rez-de-chaussée avec elle, regardaient tranquillement la télévision, elles passaient une petite soirée tranquillement. À un moment donné, elles ont entendu quelqu'un toquer à la porte d'entrée. Elles se sont demandé qui ça pouvait bien être à cette heure-ci, assez tard le soir, et elles se sont vite rendues compte qu'en fait c'est leur autre colocataire, celle qui vit à l'étage, qui avait tout simplement commandé une pizza. Elles entendent cette colocataire aller chercher la pizza, du coup elles ne s'inquiètent pas plus que ça. Les heures passent, la soirée continue, et puis à un moment donné vient le moment d'aller se coucher pour les 2 jeunes filles qui passaient un moment devant la télévision. Mélissa va dans sa chambre, l'autre colocataire se rend également dans sa propre chambre. Mélissa s'endort tranquillement dans son lit et elle avait pour habitude, ayant un lit assez large, de poser son ordinateur portable et son téléphone à côté d'elle dans le lit. Au bout de quelques heures, Mélissa se réveille et elle a littéralement la peur de sa vie. Elle ouvre les yeux parce que quelque chose la dérange, elle a comme un mauvais pressentiment, elle se retourne et elle voit un homme qui se tient juste devant son lit. Elle ne sait pas qui c'est, elle ne sait pas ce qu'il veut, elle ne sait pas comment il s'est retrouvé dans sa chambre. Du coup, toujours l'esprit embrumé parce qu'elle vient de se réveiller, elle se pose plein de questions. Elle essaye aussi de réaliser qu'elle ne rêve pas, que la situation qu'elle a devant elle est bien réelle. Mélissa se rend compte que l'homme bouge quelque chose sur le lit. En fait, il déplace ses affaires et ensuite il commence à prendre la couette entre ses mains et à l'enlever. Il essaye clairement d'entrer dans le lit de Mélissa. Mélissa commence à lui demander ce qu'il fait là. Elle lui demande également qui il est. Et Mélissa est toujours confuse. Et l'homme va répondre une chose. Il répond « J'essaye de me mettre au lit ». Je pense que t'es pas serein quand t'entends quelqu'un te dire ça et qu'en plus cette personne-là tu ne la connais pas. Mélissa commence à paniquer, elle commence tout de suite à penser au pire. Elle espère intérieurement que c'est sa colocataire qui a invité un garçon à leur appartement et que c'était un mec qui venait d'une application de rencontre et qui s'était juste en fait trompé de chambre. Du coup Mélissa pose plein de questions mais l'homme répond à chaque fois la même chose. Il dit toujours « J'essaye juste de me mettre au lit ». Mélissa a un arsenal de défense normalement avec elle, une bombe au poivre, un taser, mais là malheureusement, ces 2 éléments qui pourraient lui permettre de se défendre se trouvent dans son sac, qui se trouve derrière l'homme, donc elle n'y a pas accès. Mélissa se rend compte qu'elle doit faire quelque chose très rapidement, avant que la situation ne dégénère, du coup elle décide de jouer la carte de l'intimidation. Elle dit « Il y a 5 personnes dans cet appartement. Si tu ne pars pas d'ici maintenant, je crierai et ils seront là d'une seconde à l'autre. » Fort heureusement pour Mélissa, cette intimidation marche totalement. Ça effraie l'homme et il décide donc de prendre la fuite. Mélissa est tellement dans le brouillard qu'elle ne sait pas si l'homme avait quelque chose dans les mains, une arme ou quelque chose comme ça, ou même s'il lui a volé quelque chose en repartant. L'homme a quitté la pièce, Mélissa s'est levée en précipitation, a refermé sa porte de chambre à clé derrière. Elle a ensuite cherché son téléphone, mais elle ne le trouvait pas. Elle se dit que peut-être l'homme lui a volé le téléphone en partant, et elle va avoir une autre pensée qui va la terrifier également. Elle se souvient qu'entre sa chambre à elle et la porte d'entrée de l'appartement, il y a une autre chambre, la chambre de son autre colocataire qui vit au rez-de-chaussée. Et elle se dit, peut-être que cet homme va essayer de s'infiltrer dans sa chambre à elle du coup. Terrifiée par la situation, mais également apeurée qu'il arrive quelque chose à sa colocataire, Mélissa va prendre son sac, prend son taser et un petit couteau de poche pour partir de la chambre et mettre en sécurité sa colocataire. Elle a compté jusqu'à 3 et elle est sortie de sa chambre. Elle allait voir dans la chambre de sa colocataire. Elle dormait paisiblement et il n'y avait aucune trace de l'homme qui s'était infiltré dans la chambre de Mélissa. Mélissa réveille sa colocataire, elle lui raconte tout ce qui s'est passé. La colocataire, bien sûr, ne comprend pas trop ce qui se passe, elle demande si Mélissa n'a pas rêvé. Et bien sûr, Mélissa se pose des questions, elle se dit « Mais attends, est-ce que j'ai vraiment vécu ce que j'ai dit ?» Ensemble, elle se dirige vers la porte d'entrée et là, il n'y a plus aucun doute possible. La porte d'entrée est grande ouverte, Mélissa n'a donc pas rêvé de cette situation terrifiante. Mélissa retourne dans sa chambre, elle veut vraiment retrouver son téléphone et se dit peut-être qu'il est là et je l'ai juste perdu. Et effectivement, elle le retrouve sous une pile de vêtements. Rappelez-vous, son téléphone était de base dans son lit. L'homme avait préalablement, avant de vouloir s'infiltrer dans le lit, pris le téléphone et l'avait caché ailleurs, au cas où que Mélissa ait l'idée d'appeler la police. Cet homme, intrus, avait voulu assurer ses arrières. Bien sûr, ça a terrorisé Mélissa. Elle se disait mais attends, s'il a caché mon téléphone, ça veut dire qu'il avait peut-être des intentions très mauvaises. Mais lesquelles, elle ne sait pas. Mais en tout cas, elle ne pense pas à des choses très positives. Mélissa et sa colocataire du rez-de-chaussée vont à la porte d'entrée, la referment à clé, à double tour. Ils montent à l'étage dans la chambre de l'autre colocataire, lui expliquent ce qui s'est passé, ils se barricadent dans sa chambre à elle. Et là, Mélissa va appeler la police. En quelques minutes, quelques voitures de police étaient garées dans la rue de l'appartement de Mélissa. Ils ont crié aux jeunes filles
de sortir de leur appartement rapidement. Et là, une douzaine de policiers a investigué les lieux et tout le périmètre pour essayer de mettre la main sur cet homme qui s'était infiltré chez elle. Ils ont cherché dans tous les appartements de l'immeuble au cas où que l'homme se soit infiltré ailleurs, mais malheureusement, ils ne l'ont pas trouvé. Mélissa a fait une déclaration à la police, avec notamment une description physique de l'homme, et depuis ce jour, elle n'a plus jamais entendu parler de cette affaire. Ce qui veut dire très clairement que cet homme court toujours. Mélissa, elle se sent incroyablement chanceuse de la tournure des événements parce qu'elle se dit que ça aurait pu empirer grandement. Admettons que l'homme qui se soit infiltré chez Mélissa n'ait pas été effrayé par son avertissement, le fait qu'il y ait plusieurs personnes dans l'appartement, ça aurait pu peut-être dégénérer. Est-ce qu'elle se serait fait peut-être assassiner, agresser? On n'en sait rien du tout. C'est ça qui est fou, c'est qu'on ne connaît pas les intentions de cet homme. Mélissa ne souhaite à personne de vivre ce qu'elle a vécu et elle a deux théories sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle se dit que peut-être c'est un homme qui avait clairement de mauvaises intentions, qui voulait s'en prendre à elle d'une manière ou d'une autre, et ça c'est la pire chose à laquelle elle pense. L'autre chose, c'est que ce serait un homme peut-être un sans-abri, un drogué, quelqu'un qui a des problèmes mentaux, qui se soit infiltré dans la maison et qu'en fait il recherchait un toit pour passer la nuit ou quelque chose comme ça. Mais qu'en tout cas il n'avait pas l'intention d'agresser Mélissa ou les autres filles de l'appartement. Mélissa est persuadée qu'en fait l'homme a pu rentrer dans l'appartement parce que rappelez-vous, normalement la porte d'entrée est constamment fermée au moment où la colocataire de l'étage est allée récupérer sa pizza. En fait, elle n'aurait pas fermé à clé après avoir récupéré sa pizza et c'est pour ça qu'en fait l'homme aurait pu rentrer tranquillement dans le logement pendant la nuit. Après, la ville où se passe cet événement, c'est la ville de Saint-Augustine en Floride aux États-Unis et apparemment c'est une ville qui craint un petit peu. Ce serait pas étonnant là-bas qu'on puisse croiser des gens un peu creepy qui pourraient nous suivre ou nous aborder de manière assez étrange. En tout cas, c'est ce que j'ai pu en voir un petit peu dans les commentaires de ce récit. Dans cette seconde histoire, on va voir le récit de Miley. Miley faisait du babysitting quand elle était plus jeune. Elle a gardé les enfants d'une famille pendant 5 ans. Du coup, ça consistait à faire du babysitting de manière totalement classique de 3 fillettes, âgées entre 4 et 7 ans au moment des faits. Miley n'avait vraiment aucun souci avec la famille, avec son travail de babysitter. Elle avait créé des liens d'ailleurs avec la famille, au point que la famille lui faisait confiance. Il lui faisait confiance sur les activités, elle disait même que parfois si elle voulait se détendre un petit peu, elle pouvait laisser les enfants à des voisins et partir se balader un petit peu avant de les reprendre. Enfin voilà, ils étaient vraiment très cool avec elle. En plus de ça, la zone dans laquelle la famille vivait était plutôt calme, c'était très résidentiel, il n'y avait rien à déclarer, tout le monde se connaissait en fait. Et bien que les parents étaient très cool avec Miley, elle faisait son travail du mieux qu'elle le pouvait. Elle était vraiment très carrée. Elle ne laissait jamais les enfants sans surveillance. Vous savez, je vous ai dit, les parents, ils disaient parfois, t'inquiète pas, tu peux les laisser et va vite faire tes occupations. Elle, non, elle restait constamment avec eux. Elle a même affronté ses peurs pour justement assurer leur sécurité au maximum. Par exemple, c'est une jeune fille qui a le vertige, qui est aussi claustrophobe, et à un moment donné où les enfants voulaient jouer dans une cabane dans les bois chez des voisins, elle a dit ok, mais elle dit aller avec. Donc elle a affronté ses peurs pour assurer un maximum de protection. Enfin voilà, vous avez le contexte. Un jour, Miley gardait les jeunes filles qui jouaient au basket dans l'allée de la résidence où il y avait toutes les maisons. Et à un moment donné, le voisin est sorti de chez lui. Il avait une casquette, des lunettes de soleil et il s'est assis sur une chaise qui était devant sa maison. Il avait dans ses mains un journal, donc là on se dit, mec, tranquillement, il vient s'asseoir, lire son journal, prendre un peu l'air. Mais Miley remarque quelque chose d'assez surprenant, qui l'interpelle un petit peu en tout cas, c'est qu'à un moment donné, l'homme retourne sa chaise en direction des jeunes filles qui jouent au basketball, mais Miley n'y prête pas forcément après plus attention que ça parce que l'homme, il a l'air de lire son journal. Peut-être qu'il voulait prendre le soleil. Voilà, elle met pas forcément ça sur le coup d'un comportement non plus très étrange. Et apparemment, ce comportement s'est reproduit à chaque fois que les jeunes filles jouaient au basket dans l'allée. Miley se posait de temps en temps quelques questions, du coup des fois elle s'arrêtait, elle le regardait, mais lui n'avait aucune réaction, du coup elle se dit qu'il n'y avait rien à craindre. Du coup elle se dit qu'il n'y avait pas forcément de danger ou quoi que ce soit, mais elle avait quand même une sorte de mauvais pressentiment. Du coup ce qu'elle faisait à chaque fois que l'homme sortait de chez lui, c'est qu'elle proposait de changer de jeu, d'arrêter de jouer au basket et de rentrer à la maison pour faire autre chose, mais de plus être en tout cas dans le champ de vision de cet homme. Miley a revu ce voisin à d'autres occasions, notamment à l'église où elle allait avec sa famille, et apparemment cet homme était quelqu'un de très croyant, il s'impliquait beaucoup dans la vie de l'église. Il mettait vraiment, selon ce que nous dit Miley, beaucoup d'intensité dans ses pratiques religieuses. À un moment donné, alors qu'elle était à une messe tranquillement, le prêtre de l'église lui a demandé si elle pouvait diriger un peu la chorale de l'église, qui était composée d'enfants. Miley a accepté, et du coup, au fur et à mesure qu'elle s'en occupait, en plus de son job de babysitter, elle a eu l'occasion, en entendant un petit peu des conversations, d'en apprendre un peu plus sur ce fameux voisin au comportement étrange, on ne sait pas trop comment le qualifier. Ce serait un homme apparemment très sympa, très bienveillant, qui aurait quitté
son appartement et son travail dans une autre ville pour venir là où se passe l'histoire, dans la zone résidentielle où il y a les enfants que Miley garde. Et il aurait déménagé comme ça en fait pour s'occuper de sa mère qui serait tombée gravement malade. Tout le monde le trouvait très sympa et du coup, Miley se dit bah tiens peut-être que j'ai eu quelques a priori sur lui mais qu'en fait il n'y a rien à craindre et voilà je me suis juste fait des films dans ma tête. Mais vous vous doutez bien que si j'en parle autant c'est qu'il est impliqué dans l'histoire. Miley se dit en fait que elle a fait un peu une projection de ses propres expériences. Ça veut dire que Miley en fait elle a beaucoup, comme beaucoup de femmes, été suivie dans la rue, été interpellée, été klaxonnée, ce genre de choses. Et du coup, elle avait une sorte de protection qu'elle s'était faite à cause de tous ces événements qu'elle avait vécu. Et du coup, bah, elle était plutôt méfiante de base. Et là, elle se disait du coup, bah, peut-être que c'est à cause de ça que j'ai une sorte de méfiance, alors qu'en fait, il n'y a rien à craindre. Un soir, Miley a remarqué quelque chose d'assez inhabituel. Elle a fait une petite soirée de film avec les jeunes filles qu'elle gardait. Elle avait laissé quelques lumières pour pouvoir coiffer les jeunes filles pendant le film. Et habituellement, Miley ferme les stores de la maison dès que le soleil se couche. C'était un truc sur lequel ses parents insistaient beaucoup chez elle. Mais là, dans la maison de la famille pour laquelle elle travaillait, ils avaient des grandes baies vitrées, mais sans store. Du coup, elle ne pouvait pas les fermer, normal. Et après le film, alors que Miley faisait un petit peu de ménage, et elle a vu en face de la maison quelque chose d'étrange. Grâce à la lumière d'un lampadaire qui se trouve juste à côté de la maison du voisin dont on parle dans l'histoire, elle a vu qu'il était là, assis sur sa chaise, la chaise sur laquelle il était assis quand il regardait les filles jouer au basket. Et là, Miley a une sorte de frisson. Elle regarde par-dessus son épaule, elle se rend compte qu'en fait que le voisin, par rapport à là où il est assis, il est dans l'axe parfait pour voir directement là où Miley et les jeunes filles, quand ils regardaient le film, étaient assises. Et quand elle a retourné sa tête pour voir ce que faisait le voisin, là le voisin avait disparu. Une idée traverse vite l'esprit de Miley, elle se dit peut-être que je ne l'ai pas vu, mais cette idée va vite partir. Parce que la chaise, qui était normalement tout le temps au même endroit, avait été déplacée, comme si l'homme en fait était parti en précipitation en mode mince je me suis fait gauler. Et c'est quelques mois après cette fameuse soirée que Miley va avoir une révélation très surprenante et qui va la traumatiser très clairement. Pas par rapport à ce qui s'est passé, mais à ce qui aurait pu se passer. Elle était chez elle, avec ses parents, elle regardait tranquillement un reportage à la télévision, et ce reportage disait des nouvelles très inquiétantes. Ce reportage indiquait que la police venait de terminer une opération de grande ampleur qui consistait à piéger un homme. Le reportage disait que l'opération consistait à faire croire qu'une femme proposait contre paiement à ce que des gens puissent avoir des relations avec son enfant. Un homme a contacté cette femme, le fameux voisin dont on parle dans l'histoire. La police, ils l'ont tout de suite attrapé, ils ont perquisitionné sa maison, ils ont fouillé la maison de fond en comble et ils ont trouvé deux choses. La première, sur son ordinateur, un lot d'images compromettantes mettant en scène des enfants. Et la deuxième chose était une sorte de journal intime. À l'intérieur, il avait noté des choses totalement horribles. Il parlait des jeunes filles de la famille que Miley gardait. Il racontait tout ce qu'il voulait leur faire, notamment le fait qu'il voulait les enlever. Il écrivait également ses différents plans pour mettre en œuvre ces idées totalement horribles. Et l'un d'entre eux, c'était par exemple se cacher dans la cabane en bois dans l'arbre et d'attendre que l'une des fillettes aille jouer dans cette cabane toute seule pour la piéger. C'est totalement horrible, je le conçois. Un autre plan qu'il voulait mettre en œuvre pour enlever les fillettes, c'était quand les parents étaient absents, quand c'était la babysitter qui devait surveiller les enfants. Et en fait, dans la tête de cet homme, les babysitters, c'était comme ce qu'on voit dans les films. Vous savez, la babysitter pas attentive, la babysitter qui ramène un mec pour passer la soirée avec, mais les enfants ne s'en occupent pas. Ils pensaient pas qu'en fait, les babysitters faisaient bien leur boulot et que du coup, elles surveillaient vraiment les enfants. Du coup, l'homme continue d'écrire dans son journal intime et son plan évoluait. Il y a une entrée en plus concernant son plan, celui de tuer la babysitter pour accéder aux enfants. Clairement, le voisin chelou qui observait Miley et les jeunes filles jouer au basket avait prévu de la tuer pour enlever les fillettes. Du coup, bien sûr, l'homme a été arrêté, a été mis en prison, et dans la tête de Miley, elle, tout s'articule correctement. Elle se dit, l'homme, effectivement, regardait bien à l'intérieur de la maison pendant la soirée cinéma, l'homme regardait bien les jeunes filles jouer au basket, il ne lisait pas le fameux journal qu'il avait entre les mains, donc maintenant elle comprend vraiment tout. Elle se dit, en fait, mon instinct que j'avais au début était clairement bon. J'avais raison sur toute la ligne, il y avait quelque chose à dire concernant cet homme, quelque chose de creepy, il fallait vraiment s'en méfier. En tout cas, cueillir de plus à part suivre votre instinct, parce que ça c'est clairement une histoire horrible. J'ai aucun commentaire à faire, c'est tellement macabre, même si on parle pas en soi de mort ou quoi que ce soit, mais tu te dis là, les idées de cet homme, qui semblait de base, en tout cas selon ce que tout le monde disait, gentil, honnête, vraiment pas l'homme parfait, mais voilà, qui avait toutes les qualités du monde, en fait il était un des pires hommes sur Terre.
Clairement. C'est horrible, juste horrible. Dans cette histoire, on va voir le récit d'Apolline. Apolline nous dit, pour contextualiser la chose, qu'elle a un chat. Un chat qui a l'habitude de sortir en extérieur tous les jours. D'ailleurs, il a un comportement assez amusant par rapport à ça. C'est que tous les matins, Apolline sort de chez elle, son chat la suit, il prend l'ascenseur avec elle, et il sort, et le soir quand elle revient, il revient avec elle. Bon, c'est un chat, donc il n'est pas forcément toujours là au rendez-vous le soir. C'est possible qu'il chill un petit peu dans le voisinage. Petite soirée avec les potes, on coco. Après, ce petit moustique, parfois il reste juste une nuit dehors, parfois il reste plusieurs jours à l'extérieur. Et je peux te dire que ça, moi, ça me mettrait pas très bien. Parfois, ce chat n'a juste pas envie de sortir, du coup il sort 2 heures, et après il attend devant l'appartement, devant le building, que Apolline rentre pour rentrer avec elle. Apolline, elle vit au premier étage de l'immeuble, donc ce que fait ce chat de temps en temps, quand il veut rentrer, c'est qu'il se met sous le balcon, et il miaule pour qu'on le fasse rentrer. Quand Apolline est chez elle, ça fonctionne. On l'entend et elle le fait rentrer. Et quand Apolline n'est pas là, ce sont des voisins qui ont les clés de l'appartement, un double des clés, qui le font rentrer. Voilà, vous avez un peu de contexte. L'appartement est fait de manière assez particulière. Quand on rentre dans le building, on est dans le sas. On est clairement la Pookie dans le sas. J'ai réussi à placer du Aya Nakamura dans un thread d'horreur. Je n'en suis pas peu fier. En gros, quand tu es dans le sas, tu as deux possibilités. Soit tu prends l'ascenseur, et en fait avec ta clé, une clé spéciale, l'ascenseur t'amène directement chez toi. Sinon tu prends les escaliers, tu montes et après tu arrives chez toi. Le chat, lui, il a l'habitude d'utiliser l'option de l'ascenseur. C'est un feignant. Mais quand c'est les voisins qui le font rentrer dans l'appartement, là le chat, il prend les escaliers. Parce que les voisins n'ont pas la fameuse clé spéciale qui permet d'accéder directement à l'intérieur de l'appartement. Donc naturellement, quand Apolline rentre chez elle le soir et que le chat attend devant la porte parce qu'il a pris les escaliers, elle ne le voit pas dans l'ascenseur, elle ne le voit pas à l'extérieur, dans le sas ou dans l'ascenseur. Logique. Mais maintenant, on rentre dans l'histoire. Elle vivait avec ses parents, et ses parents étaient à l'extérieur. Ils avaient l'habitude de partir en week-end en amoureux, du coup Apolline était habituée à rester un week-end toute seule. Ce qu'elle faisait généralement, c'était des petites soirées. Ok. Au moment des faits, elle était totalement seule. Il était aux alentours de 23h, je sais pas pourquoi ma voix est partie dans les aigus là. Et elle était posée tranquillement dans la pièce à vivre. Elle regardait la télévision, quand à un moment donné, elle a entendu un bruit qu'elle connaissait, le miaulement de son chat. Ce qu'elle se dit, c'est que quelqu'un a laissé le chat entrer dans le building et que naturellement, il attend devant la porte qu'on lui ouvre pour rentrer. Elle prend sa clé, et elle va à la porte, elle enfonce la clé et elle ouvre la serrure, mais qui avait 2 loquets. Du coup, elle ouvre le premier loquet et là, elle entend le chat miauler de nouveau. Sauf que là, quelque chose l'interpelle. Quelque chose qui ne la rassure pas du tout. C'est que le miaulement qu'elle entend, ça ressemble pas au miaulement de son chat. Et le miaulement de son chat, elle le connaît. Elle le côtoie depuis 5 ans et elle sait quel son il a, quelle intonation il a. Et là, quelque chose cloche. C'est pas la même. Apolline s'arrête donc d'ouvrir la porte. Elle se dit, c'est pas mon chat qui est devant la porte. Viens là, on va raconter l'histoire ensemble. Elle se dit, c'est pas mon chat qui est devant la porte. Et le problème, c'est que dans le voisinage, il n'y a pas d'autre chat. C'est la seule à en avoir un. Donc si c'est pas son chat, qu'est-ce que c'est? Regardez-le là, lever les petites fesses parce qu'il aime ça. Avouez que c'est assez fou de raconter une histoire sur un chat et d'avoir le chat qui se pose sur toi. 15 ans de dressage pour lui faire ça. Et là, un autre bruit va l'interpeller. Cette fois-ci, ce n'est pas un bruit de miaulement, pas un petit miaou. Ce qu'elle entend, c'est quelque... Il est tellement mignon. Oh, ça ronronne. Ce qu'elle entend, c'est quelque chose, pour le coup, ou quelqu'un, qui gratte à la porte. Mais Apolline, elle hésite quand même. Elle se dit peut-être que c'est mon chat, peut-être qu'il s'est battu à l'extérieur, peut-être qu'il a un peu choqué, peut-être que son miaulement est juste différent, mais que c'est bien lui. Du coup, elle se dit, je vais quand même essayer d'en avoir le cœur net. Peut-être qu'il y a quelque chose qui l'effraie à l'extérieur, qui fait qu'il veut absolument rentrer, et que c'est pour ça qu'il gratte à la porte. Elle commence donc à faire une action avec sa main pour ouvrir le second loquet. Sauf que là, elle entend un autre son qui va clairement indiquer que c'est pas du tout son chat. Ce qu'elle entend, c'est un son d'homme qui tousse. Ce que Apolline décide de faire, chose qu'elle n'avait pas faite encore jusqu'à présent, c'est de regarder au travers du Judas qu'il y avait sur sa porte. De base, elle n'a pas regardé parce qu'elle se disait que c'était son chat et qu'elle ne le verrait pas au travers de ce Judas. Mais là, si elle se dit que c'est un homme, peut-être qu'effectivement elle pourrait voir quelque chose. Elle a donc posé son œil au travers du Judas. Elle n'était pas très rassurée parce que comme beaucoup de gens, elle a déjà lu des histoires d'horreur où justement les gens se faisaient avoir en regardant au travers du Judas. Surtout de nuit, comme ça, à cette heure-ci, elle n'était pas rassurée. Mais elle le fait quand même. Elle veut vraiment en avoir le cœur net, savoir ce qui se passe réellement derrière sa porte d'entrée. Elle regarde, et ce qu'elle voit, c'est qu'il y a un homme qu'elle n'arrive pas à définir, mais qu'en tout cas, cet homme est encapuchonné, et il est comme baissé, pas à 4 pattes, mais comme s'il regardait un peu sous la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien sûr, elle entend toujours un miaou, les bruits de grattement sur la porte, tout ce qui la faisait flipper jusqu'à présent. Là, le cœur d'Apolline, il bat plus. Elle est totalement choquée. Elle est pétrifiée, elle sait pas quoi faire, elle a l'impression qu'elle attend pendant des heures, alors qu'en vrai il se passe même pas une minute.
Elle sait pas comment elle a fait pour bouger, mais elle a réussi à bouger. Elle a foncé vers son téléphone, elle s'est placée dans un coin de sa pièce à vivre, loin de la porte quand même, mais quand même à un endroit où elle pourrait l'apercevoir, au cas où, tu vois. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé la police. Bonne idée. La police est arrivée sur les lieux, et bien sûr, ils n'ont rien trouvé. Ils ont juste pris la déposition d'Apolline, qui a raconté ce qui lui était arrivé cette soirée-là, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à mettre la main sur cet homme pour le moment. Apolline ne savait pas ce que cet homme voulait, concrètement. Elle ne sait pas comment cet homme s'est rendu dans l'appartement, parce que normalement, il y avait quand même pas mal de sécurité pour venir, on ne rentrait pas comme ça. Et depuis ce jour, Apolline, elle fait très attention au miaulement de son chat quand il veut rentrer dans l'appartement. Elle analyse vraiment le son pour savoir si c'est lui ou si c'est notre homme. Mais vous inquiétez pas, on sait qui c'est. Cet homme, c'était un stalker, une sorte de stalker. Mais que Apolline connaissait un tout petit peu, parce que cet homme était un voisin. Un voisin qui était assez intéressé par elle, mais de manière malsaine. Du coup, il l'avait observé ses habitudes, il savait qu'elle avait un chat, et c'est pour ça qu'il a imité le chat justement pour essayer de s'infiltrer dans son appartement. Son objectif, c'était qu'elle ouvre la porte et il l'aurait agressée concrètement dans son appartement. Comment il s'est fait avoir? C'est qu'en fait, il y avait une autre jeune fille dans cet appartement. Il y avait une autre jeune fille et il a fait la même chose avec elle. Sauf que ce que l'homme ne savait pas à ce moment-là, c'est que les parents de la jeune fille étaient là. Donc eux, ils ont direct ouvert la porte, ils n'ont pas bronché, ils n'ont pas eu peur, ils ont ouvert la porte. Ils ont vu l'homme, le père l'a chopé, ils ont appelé la police, l'homme est démasqué. C'est là que ce témoignage s'arrête. Forcément, Apolline, quand elle a appris ça, elle était d'un côté terrorisée de se dire que c'était quelqu'un de si proche qui avait fait ça, d'un côté rassurée parce qu'elle s'est dit que cet homme a été appréhendé. C'est une histoire qui s'arrête là. Franchement, c'est creepy. C'est creepy de se dire qu'un homme t'as tellement observé qu'il connaît même les habitudes de ton chat pour l'imiter et derrière essayer de te faire on ne sait quoi. Ça c'est assez creepy. Il y a des gens d'un côté, tu vois, genre ils sont tarés, hein, mais ils ont cette intelligence, tu vois, de planifier quelque chose comme ça. On voit ça hein, chez des tueurs en série, hein, ce genre de profil, hein, qui sont tellement déterminés à vouloir commettre quelque chose d'abominable qu'ils en sont vraiment très intelligents au point de pouvoir planifier ce genre de choses. Je vous propose qu'on passe au témoignage suivant. Celui-là, c'était pour nous mettre en jambe. C'était l'apéro avant le plat principal. On va conclure ce thread avec une dernière histoire, l'histoire de Natacha. Déjà, on est en confinement. Natacha vit dans un appartement au rez-de-chaussée, elle a une chambre qui donne directement sur la rue dans le voisinage est plutôt calme, pas beaucoup de trafic, et pas trop loin de chez elle, il y a un parc. Un jour, elle décide d'aller faire un petit jogging au parc. Elle a le droit. Elle fait son petit jogging, et c'était pas une très grande sportive, du coup à un moment donné le cardio il tenait pas. Elle décide donc de faire une pause, alors qu'elle était en train de rentrer chez elle, et là, pendant qu'elle faisait une pause, elle se rend compte qu'il y a un homme qui était stoppé, il ne bougeait pas, qui la regardait. Elle se dit, c'est le confinement, il n'y a pas grand monde dehors, peut-être qu'il est surpris de voir quelqu'un, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Bien sûr qu'il y avait de quoi s'inquiéter, bien sûr. Elle reprend son jogging, et là elle remarque que quand elle recommence à courir, l'homme se met à bouger. À un moment donné, vu que l'homme marchait et qu'elle courait, elle le perd de vue, elle se dit que bon, rien d'anormal, et elle rentre chez elle. Plusieurs heures plus tard, on est la nuit, Natacha est paisiblement en train de dormir, et là elle se rend compte, au travers de sa fenêtre, parce qu'elle n'a pas de volet, elle a juste les petits trucs déroulants là, un petit peu, vous savez, où ça masque un petit peu, mais c'est pas des vrais volets quoi. Elle a juste ça. Mais là, elle les a pas mis pour qu'on voit le moins possible à l'intérieur de chez elle. Du coup, on peut voir chez elle, mais elle peut aussi très bien voir ce qu'il y a à l'extérieur. Et ce qu'elle voit, c'est qu'il y a du trafic dans un voisinage qui est censé normalement être plutôt calme. Il y a une voiture qui fait plein d'allers-retours. Forcément, ça réveille un petit peu Natacha. Elle se dit peut-être qu'il y a un problème, donc elle se réveille un petit peu pour jeter un petit coup d'œil. Et elle voit cette voiture qui fait des allers-retours. Et à un moment donné, cette voiture s'arrête juste devant son appartement. Du coup, elle a quasiment les pleins phares qui éclairent sa chambre. Elle voit un petit peu qui sont dans les voitures. Il y a l'air d'avoir deux hommes. Un côté conducteur, un côté passager. Et la personne qui était côté passager sort de la voiture. Il commence à se rapprocher de sa fenêtre, et là, Natacha remarque que l'homme sourit. Mais pas un sourire en mode « je suis gentil », un sourire qui lui met des frissons. Ça lui donne la chair de poule. Elle panique, ça la réveille immédiatement, elle était dans un demi-sommeil, là elle est bien réveillée. Elle ferme ses petits stores. Du coup, on ne voit plus chez elle, mais il y a quand même quelques bouts de lumière qui passent. Elle se met debout sur son lit, elle se colle au mur, et elle prend son téléphone. Elle est paniquée, elle se dit, attends, qu'est-ce qui se passe là? Ils vont foncer dans ma fenêtre en voiture, qu'est-ce qui se passe? Et là, à un moment donné, elle entend un bruit de moteur, la lumière qui passait un petit peu au travers des stores s'efface, et au bout de quelques minutes, Natacha se dit, ils ont l'air d'être partis. Peut-être qu'ils voulaient en fait demander quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas, ils n'ont plus l'air d'être là. Natacha se recouche, elle commence à se rendormir, bien qu'elle a mis un peu de temps à redescendre, et là, elle est réveillée par un son. Et ce qu'elle entend,
quelqu'un qui tape à sa fenêtre. Natacha, elle se dit, je vais faire un move. Le seul truc que je peux faire, c'est faire genre, je dors. Elle entend des bruits de pas à côté de sa fenêtre. Il y avait une petite pelouse, du coup elle entendait un peu la pelouse qui se frottait sous les pas de quelqu'un. Elle entend toujours que ça tape à sa fenêtre. Et là, Natacha, tout doucement, va glisser sa couette sur sa tête pour être un peu cachée. Elle a toujours son téléphone dans son lit, du coup, elle le prend. Elle appelle la police et pendant ce temps-là, l'homme tape toujours à la fenêtre. Elle est au téléphone avec l'opérateur du 911. On lui dit, madame, écartez-vous de la fenêtre parce que si l'individu brise la fenêtre, le verre va vous tomber dessus, ça peut être dangereux. Du coup, c'est ce qu'elle fait. Elle se rend dans sa salle de bain et au bout de quelques minutes, elle entend que les petits tapotements sur la fenêtre s'arrêtent. L'opérateur dit qu'il envoie des unités pour voir ce qui se passe et là, elle attend. Elle attend. Au bout de 5 minutes, elle entend « Madame, c'est la police. L'individu est parti, ouvrez-nous. » Natacha, elle dit « Ah super, les unités que vous avez envoyées sont arrivées, c'est génial. » Sauf que l'opérateur la coupe et dit « Madame, ils ne sont pas encore arrivés. » Là, ça devient chaud, très très chaud. L'homme qui voulait attirer l'attention de Natacha se faisait passer pour un flic. L'opérateur dit « Madame, n'ouvrez surtout pas la porte. Peu importe ce qui se passe, vous n'ouvrez pas la porte. » Un peu plus tard, l'opérateur dit « La police est là, c'est bon, vous pouvez sortir. » Avant de sortir, Natacha regarde par la fenêtre et effectivement, elle voit bien 3 voitures de policiers. Il y avait 6 policiers qui attendaient dehors, qui faisaient un peu le tour du bâtiment. Natacha les a rejoints et l'homme était parti. Aucune trace n'a été laissée par cet homme, sauf 2 objets. 2 objets qui mettraient pas très bien. Ce que la police a trouvé, c'est du ruban adhésif. Et le deuxième objet, c'était un couteau. Donc concrètement, cet homme, il voulait pas faire une partie de Uno avec Natacha. Il voulait sûrement l'agresser, l'enlever, très certainement. Pourquoi? Ruban adhésif attaché sur la bouche comme ça, elle peut pas crier. Le couteau pour la menace et il l'aurait enlevé pour faire on ne sait quoi. C'est assez chaud comme histoire. En tout cas, on ne sait pas ce qu'il est advenu de ces fameux hommes malsains. Est-ce qu'il a été arrêté plus tard? Ça, Natacha ne nous le dit pas. En tout cas, on espère, on croise les doigts pour elle.